Excellent. Alors, super. Bonsoir à tous. Moi, vous ne voyez pas. Je suis vraiment désolée. Je me suis faite belle et tout, mais j'ai un souci de caméra et j'ai tout fait. Je vais essayer tout à l'heure, quand j'aurai fini de parler, de trouver quand même une image sympa de moi parce que ça me désole vraiment d'avoir cet écran noir. Et de vous priver de mon sourire et de ma belle tête, quoi. Je suis désolée. Mais C'est bon, vraiment, vraiment frustrant. je le sais. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que Bopa dit oui. Super. Alors, bonsoir à tous. Auréliane, Bopa, Chantal, Farida, euh, Léna, Martin, Rabour, Sandra et Sandrine. Et Uma, c'est ça? Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. C'est carrément une première pour moi. Et pour tout vous dire, j'ai une demande à vous faire. Je suis carrément dans ma zone, je suis hors de ma zone de confort parce que c'est la première fois que je fais ça, que je fais un webinaire. Donc, ma demande, c'est que je fais appel à votre indulgence. Voilà. Maintenant, ceci dit, je vais rapidement me présenter. Je vais essayer de faire court et ensuite passer la parole à Roméo. Donc, pour ce qui me concerne, je suis Michelle Gonçalves. J'ai bientôt 45 ans. J'ai une fille, j'allais dire une petite fille, ben non. J'ai une jeune fille, jeune adulte de 19 ans qui fait ses études à Montréal. Alors, aujourd'hui, je suis coach formateur spécialisé dans les neurosciences, formé entre autres à l'Institut des neurosciences appliquées. Et ça n'a pas toujours été le cas. J'ai passé des années dans de grands groupes. J'étais salariée dans de grands groupes. Et plus les années passaient, en quelque sorte, plus mon sentiment que je n'étais pas à ma place aussi grandissait. Mais je n'ai pas forcément, je ressentais de plus en plus ce malaise. Et d'ailleurs, pas seulement moi, parce que je me suis payé des réflexions. Est-ce que toi, tu t'es pas trompé de crémière? Enfin, ce genre de choses. C'est pour dire que les autres aussi voyaient que j'étais pas à ma place. Mais je me suis pas, enfin, c'est pas que j'ai eu ce sentiment, mais pour diverses raisons, j'ai continué. Et il a fallu que ce soit mon corps qui me mette à l'arrêt. Et quand mon corps a fait stop, là, je me suis dit, Michel, soit tu te meurs ou tu te dresses pour la vie qui t'appelle, la vie qui t'inspire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi d'abord, j'ai pris un coach pendant ce moment difficile. J'ai pris un coach pour qu'il m'aide à y voir clair, pour que je puisse trouver ma raison d'être, ma mission, pourquoi je suis sur cette terre, ou enfin comment mettre à profit mes talents, ainsi de suite. Et j'ai bien fait parce que en mi-parcours d'accompagnement, un jour, j'ai demandé à mon coach Jacques, je dis écoute Jacques, où est-ce que tu t'es formé? Et il m'a donné le centre où il s'est formé, enfin l'école française de coaching. Et en ce moment-là, j'ai eu comme un déclic en fait. Et j'ai su que c'est ce que je voulais faire. J'ai toujours su que je voulais faire un métier où je fais une différence dans la vie des gens. Et après, je me suis donc inscrite dans cette école. Je suis partie, j'ai eu le courage, ça n'a pas été facile de quitter mon emploi de salarié, donc de quitter la sécurité, enfin sécurité de l'emploi, si tant est qu'il y a une sécurité, en tout cas la sécurité financière, étant mère seule à élever un enfant, bon ben c'était pas facile de prendre la décision, mais je me suis toujours dit, et je me le dis encore, qu'il est hors de question pour moi
de rejoindre les 80% des personnes qu'on a interviewées en fin de leur jour et qui ont répondu je n'ai pas vécu la vie que j'aurais aimé vivre si j'avais su. Et moi, je me suis dit, il est hors de question que je rejoigne ce nombre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux pouvoir me regarder dans le miroir à la fin de mes jours et me dire, je me suis donné les moyens. Donc, voilà pour ce qui est, et c'est comme ça que je suis devenue coach formateur et spécialisée en neurosciences. Et mon pourquoi, c'est vraiment d'aider les gens à se transformer et passer à un niveau supérieur dans leur vie. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis plutôt dans le life coaching, ce qu'on appelle coaching de vie, et j'accompagne différentes personnes. Alors, vous allez me dire, pourquoi le groupe des cellules conscients? Alors, le groupe des cellules conscients pour lequel je me consacre beaucoup aujourd'hui, c'est venu du fait, en fait, d'un besoin personnel. D'abord, un besoin personnel. Je me suis, en tant que célibataire, c'est clair pour moi que je n'envisage pas ma vie avec quelqu'un qui n'est pas dans cette énergie de vivre en conscience, de développement personnel, de connaissance de soi, de bien-être, de spiritualité et tout ça. Il est clair pour moi qu'il ne peut pas en être autrement. Et quand j'ai commencé à regarder un peu, je me suis retrouvée un peu, j'aurais aimé avoir un site, un groupe, enfin, un endroit où je peux retrouver des gens qui sont dans cette énergie et faire des rencontres de cœur à cœur, des rencontres en conscience, et que même si je rencontre quelqu'un et que ce n'est pas mon partenaire, au moins il y aura eu rencontre, parce qu'il y aura eu quelque chose, une interaction de conscience de cœur à cœur. Donc à partir de ce moment, j'étais un peu frustrée en fait, parce que j'ai fait un peu le tour, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai regardé un peu les sites et bon, c'est pas trop, ça n'a pas été concluant en fait. Et il s'est fait que à travers les formations que je fais, les séminaires, ainsi de suite, je rencontre aussi de très belles personnes et en discutant avec ces personnes, on s'est rendu compte que c'est la même frustration ou même désir ou manque, enfin, en fonction de comment on prend la chose qui est là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai eu l'idée donc de créer un groupe. J'en ai parlé, j'ai commencé à en parler autour de moi et chaque fois, cette idée-là a été super bien accueillie. J'ai été encouragée à le faire et plus ça allait, plus l'idée s'imposait à moi. Et c'est ainsi que je me suis lancée. Je me suis dit, écoute, Michel, tu commences avec ce que tu as, avec les moyens du bord. L'essentiel, c'était de commencer. C'est comme ça que j'ai créé ce groupe. Et le mot cellule conscience, c'est comme si on me l'a soufflé en fait. Un matin, c'est venu boum. Et c'était ça. Ça sonnait juste. Et voilà comment le groupe des cellules conscients a été créé. Et l'objectif du groupe, en fait, c'est de se rencontrer soi-même et de rencontrer l'autre. L'idée, c'est d'organiser des événements, différents événements, comme celui-ci à travers des webinaires, des ateliers en live, avec différents experts dans différents domaines. Le but étant de continuer à progresser, de se transformer, tout en se donnant la possibilité de faire des rencontres, de faire de belles rencontres, des rencontres de cœur à cœur. Et ce qui me paraît incontournable aujourd'hui, en tout cas ça c'est mon intention pour ce groupe, c'est d'abord de vivre pleinement son célibat,
d'être un célibataire heureux, je dirais célibataire heureux, couple heureux, happy single, happy couple, ça sonne très bien en anglais aussi. Et deuxièmement, de faire des rencontres de cœur à cœur et pour finir par former un couple conscient ou un couple heureux. Donc voilà, et c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé, que je vous propose ce webinaire animé par Roméo Cornal, qui est un coach intuitif, expert dans les relations toxiques. Après avoir vu les vidéos de Roméo et après avoir discuté avec lui, ça s'est fait très naturellement. Qu'on vous propose le sujet parler des relations toxiques, qui est un sujet qui nous touche tous, qui n'a pas été dans une relation toxique, qui n'a pas lui-même ou elle-même créer ou entretenir une relation toxique, parce qu'on va le voir avec Roméo tout à l'heure, les relations toxiques peuvent, la toxicité relationnelle peut prendre des formes très très subtiles. Il y a le gros schéma du pervers narcissique et ça saute aux yeux, mais on peut se rendre compte que ça peut prendre des formes très très subtiles. Roméo est bien placé pour nous en parler. Et pour revenir à moi, avant de passer la parole à Roméo, parmi les outils, enfin ce que j'ai à ma disposition pour que les apports, je veux dire, que je peux emmener au groupe des cellules conscientes, c'est d'abord mon intention, mon énergie, les outils que j'ai en tant que personnel de l'accompagnement. C'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi votre expérience, parce que ça va pas se faire, c'est pas moi toute seule qui va faire arriver les choses. Il s'agit d'une co-création, donc c'est aussi vos expériences et c'est aussi l'expertise des différents experts que je vais solliciter tout au long, comme ce soir, qui vont nous apporter des outils afin qu'on continue à grandir, à progresser et passer à un niveau supérieur. Donc voilà, alors je ne sais pas qui est dans le groupe des cellules conscients aujourd'hui. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite vivement à vous inscrire sur le groupe, sachant que Facebook, ce n'est qu'un point de départ. Je suis en train de préparer ma chaîne YouTube. En fait, j'ai tout un grand projet derrière tout ça. Et d'ici quelques mois, les choses je vais vous en parler, mais tout est en train de se faire. Donc, en attendant, on fait avec ce qu'on a. Je vous invite à vous inscrire, à en parler autour de vous. J'ai lancé un petit défi pour le groupe, c'est qu'on dépasse les 100 membres d'ici la fin du mois. On a encore quelques jours pour le faire et on va y arriver. Donc voilà, allez, moi pour ma part, je crois que j'ai fait le tour pour l'instant et on aura l'occasion de se connaître, de mieux se connaître, de se rencontrer aussi, ça c'est prévu. Et Roméo, pour ma part, j'en ai fini. Je crois que là, je vais te laisser la parole, que tu te présentes et que tu déroules le sujet. On va laisser Roméo faire et à la fin, on prendra quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci Michel, merci. Merci pour cette introduction. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, ça va, c'est cool, ça va. Okay. On est ensemble pour 1h30. Il y aura une bonne partie de questions-réponses. Je ferai une présentation assez rapide de ma vision, j'ai envie de dire, des choses concernant la toxicité des relations, particulièrement dans les relations de couple, et voir comment justement
on peut mettre à profit le célibat pour préparer ces relations de couple. La bonne relation de couple, puisqu'a priori, je pardonne a priori, hein, effectivement, la période de célibat est censée être juste une période qui précède une période en couple. Alors, sauf pour effectivement des personnes qui se consacrent au célibat, mais bon, je ne sais pas s'il y en a ce soir, mais a priori, c'est pas en tout cas le but des céliconscients. Euh, Par contre, je vais poser trois prérequis qui sont vraiment des prérequis de base et qui sont complètement exclusifs. C'est-à-dire que les trois ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. D'accord? Le premier des prérequis que je vais vraiment poser, c'est qu'il n'existe pas en soi, en tout cas je ne considère pas qu'il existe des personnes toxiques. D'accord? Il existe des relations toxiques, mais il n'existe pas de personnes toxiques à mon sens. Dire qu'une personne est toxique, ce serait poser justement, porter un jugement, et ça, je me refuse absolument à le faire. Donc, s'il n'existe pas de personnes toxiques et qu'il existe malgré tout des relations toxiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la relation est toxique, c'est que l'un et l'autre, alors j'ai bien dit l'un et l'autre, je n'ai pas dit l'un ou l'autre, j'ai bien dit l'un et l'autre euh, posent des actes, des paroles, des pensées, des émotions ou des omissions qui font que cette relation est toxique. Donc, la notion de responsabilité est fondamentale. Je commence toujours par ça, parce que si on ne parle pas de ce prédicat de départ-là, en réalité, tout le reste ne veut rien dire. Donc, je dis bien fort, une relation est toxique quand l'un et l'autre ne font pas ce qu'il faut pour qu'elle ne le soit pas, ou font ce qu'il faut pour qu'elle le soit. Donc voilà, la notion de responsabilité est absolument fondamentale pour moi. Je le dis, je le redis, mais je vais le redire, ne vous en faites pas. Euh, Parce que précisément, la notion de responsabilité donne cette opportunité à l'un et à l'autre de pouvoir sortir de la toxicité, de pouvoir se défaire de la toxicité de cette relation-là. C'est vraiment une question de responsabilité. Et bien sûr, on sort complètement du schéma victime-bourreau. Le deuxième prérequis que je vais poser, alors il est très particulier, je sais, c'est que le couple en soi est un espace d'épanouissement pour les personnes qui le composent. Alors, je veux dire par là que c'est le couple qui est au service des individus qui le composent et pas l'inverse. Je sais que le paradigme est relativement nouveau. Je sais que bien bon nombre d'entre nous, on a fait on a tenu cette démarche d'être au service. Bien évidemment, c'est arrivé. Je n'ai pas de souci avec ça. Je dis simplement que justement, ça fonctionne pour que ce soit un espace d'épanouissement pour tous. Est un espace précisément où l'un et l'autre peut devenir, exprimer et je dirais même préférer qui il est. D'accord? On va revenir sur plus en détail là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième prédicat de départ. Le troisième, alors j'en ai parlé j'ai posté sur l'événement Facebook une petite vidéo que j'ai faite sur l'accompagnement à la séparation et au divorce. Le troisième prédicat, il est extrêmement important. C'est que je pars du principe que les deuils de toutes les relations précédentes et que les deuils de, de tous les ex précédents, que ces deuils-là sont faits. Alors, ça a l'air simple comme ça. On se dit oui, bien sûr, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas si évident que ça. Vu le nombre de relations et de personnes que j'ai accompagnées qui entrent dans des relations en n'ayant pas fait le deuil de la relation d'avant, en n'ayant pas fait le deuil de la personne d'avant, c'est deux choses différentes, hein, et en n'ayant pas fait le deuil de l'engagement d'avant. Ça, c'est absolument fondamental. Mais rien que sur ça, on peut faire toute une conférence, mais c'est pas le cas, c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, je le pose vraiment en prédicat de départ.
Donc, il n'existe pas de personnes toxiques, il n'existe que des relations toxiques. Le couple est un espace d'épanouissement pour chacune des personnes qui composent le dit couple. Et avant d'entrer en couple, tous les deuils, on entre dans un couple sans aucun engagement affectif, conscient ou inconscient, autre que celui-là. Donc tous les deuils précédents sont faits. On a oublié ses ex, on n'a pas d'ex qui traîne dans le placard, on a oublié on a dépassé en tout cas ces relations précédentes et on est en paix avec ça. Ça, c'est vraiment hyper fondamental. Alors, maintenant, au-delà de tout ça, si on en parle maintenant, ça veut bien dire, et puisque vous êtes des célibataires conscients, donc des célibataires conscients, ça veut bien dire qu'une relation, quelle qu'elle soit, mais particulièrement une relation de couple, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, elle se prépare et elle se définit avant de commencer. Alors, c'est en général le premier point sur lequel je me fais sauter dessus à bras raccourcis par des personnes que j'accompagne et par d'autres. Puis un couple, une relation, ça se définit avant qu'elle n'ait commencé. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez véritablement ce que vous apportez dans une relation, ce que vous attendez d'une relation avant de commencer une relation. Ça évite de dire oui, mais bon, je vais faire avec. On n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que si on se dit conscient, ben on est conscient justement avant que la relation ne commence. Et ça, vous allez bien vous rendre compte que de la façon que j'ai d'accompagner les choses et d'amener les choses, il est bien question de tout penser avant. Alors, très rapidement, comment est-ce que je vais définir une relation toxique? Une relation toxique, je vais prendre une approche très systémique et hyper simple. Une relation est toxique quand elle contraint, quand elle contrarie ou quand elle empêche, quand elle limite la réponse aux 6 besoins fondamentaux des êtres humains. Bon alors, la communauté scientifique et tout le monde s'accorde à dire que les êtres humains ont une demi-douzaine de besoins fondamentaux à vivre, pour vivre épanoui, pour vivre heureux. Donc on va les voir ensemble. Alors, juste avant, je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous êtes encore là? Ça y est, j'en ai encore perdu aucun? Ok, parfait. Apparemment, alors je vois qu'il y en a qui sont connectés et qui après sont déconnectés, qui sont reconnectés, qui sont déconnectés. Il y a peut-être des soucis de coupure. Alors apparemment, effectivement, ça coupe souvent. Ça coupe parfois pour certains. D'accord. Donc, un problème sur le micro. Ok. Bon, alors, on va pousser le micro du coup. Hop. Voilà. Ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux. On m'entend là? Ok, parfait. Ok, c'est excellent. Excellent, excellent. Donc, quels sont les 6 besoins, nos 6 besoins fondamentaux à tous? Alors, on a tous besoin, en fait, en quelque part, de certitude. On a finalement besoin de savoir où on est besoin de savoir à minima où on va, ce qu'on fait. On a tous un besoin de certitude. Ok? Ce besoin de certitude, curieusement, il est en regard avec un besoin de variété que certains appellent besoin. C'est là-dedans qu'on va mettre tout ce qui est fun, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est variété, et le côté et dans ce besoin d'incertitude et de nouveauté. On a également tous besoin de se sentir considéré,
On a besoin de se sentir regardé comme quelqu'un de parfait. J'appelle le. Alors, je vois qu'est arrivée justement une belle photo de Michel. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Michel, vous avez une photo de et on a effectivement tous besoin de connexion et d'amour. C'est-à-dire que les êtres humains, ben, ils sont comme ça. Il faut qu'on ait, il faut qu'on soit en contact les uns avec les autres. Euh, il faut qu'on soit en relation les uns avec les autres. Il faut qu'on soit regardés les uns par les autres. On fonctionne comme ça et voilà. On n'a pas écrit le mode d'emploi, mais c'est ce qu'on a lu dessus. C'est l'image que j'emploie souvent. Tous les êtres humains ont besoin de ça. Les êtres humains ont tous également besoin d'évolution. Parce que la vie en tant que vie a besoin justement de grandir. Alors, Manu n'entend plus rien. Alors, je crois avoir compris pourquoi, parce que Manu est dans les présentateurs. Donc là, ça devrait aller. Alors, est-ce que Manu Grévis nous... Ça y est. Bon. Manu, tu es sur un téléphone et manifestement ta connexion doit avoir un souci. Parce que je te vois dans les présentateurs. Donc, et je vois effectivement que, un coup tu apparais, un coup tu disparais. Donc voilà. Donc bon, désolé vraiment pour les coupures. On s'est bien assuré pourtant d'être sur un réseau hyper fiable avec une grosse bande passante, avec un gros débit. Mais manifestement, ça n'a pas suffi. Alors, Emmanuel n'entend toujours pas. Bon. Bon. Alors, j'essaie. Mais apparemment, tu reviens toujours dans les participants et manifestement, ta connexion est classée comme moyenne. Donc, ça doit venir de là. Oups. Alors, bon, on essaie de gérer la qualité de la collection. On fait ce qu'il faut. Ne vous en faites pas, il y a des gens derrière qui bossent. Alors, Farida, oui, le webinaire est enregistré, il y aura bel et bien un replay, il n'y a pas de souci. Donc, si vraiment vous n'arrivez pas à prendre des notes ou qu'effectivement il y a des coupures de temps en temps, vous aurez tous de toute façon accès au replay. Donc, j'en étais donc à la fameuse réponse aux besoins. Donc, le besoin de connexion, le besoin d'importance, le besoin de certitude, le besoin de variété, le besoin d'évolution, le besoin de contribution. Il paraît qu'on est né, on est né de ça, on est fait de ça et on a besoin de ça pour vivre. Alors, Chantal, malheureusement, effectivement, ça coupe encore de son côté. On t'enverra le replay. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est une relation toxique, c'est une relation qui justement va placer l'un et l'autre dans une certaine contrariété par rapport à ces besoins-là. C'est-à-dire que souvent les personnes qui sont dans des relations toxiques, celles qui viennent en tout cas se faire accompagner, se sentent dévalorisées par le regard de l'autre. Ces personnes sentent qu'elles ne sont pas justement en connexion avec l'autre. Elles ont l'impression d'être dans une vie complètement monotone. Elles font toujours les mêmes choses, elles ont l'impression d'être enfermées et n'ont pas justement cette possibilité d'aller au-delà. Alors oui pour le replay, je le mets dans le chat. Il n'y a pas de souci, il y aura bel et bien un replay. Donc je disais que les personnes effectivement qui souvent viennent nous voir nous disent justement qu'elles sont contrariées dans ces besoins-là. Et c'est pour ça qu'en fait, de façon générique, je définis justement
une relation toxique comme une relation qui contrarie ou qui même empêche la réponse à ces fameux besoins-là. Donc ça, c'est l'approche systémique très, très, très résumée de la toxicité. En gros, ce que j'ai remarqué, c'est que quand une personne ou une autre se retrouve dans une relation toxique, en fait, au-delà de ça, ce sont des personnes qui n'ont pas totalement conscience de leur authenticité, de leur réalité, de leur vérité, de leur être profond. Ils ne savent pas véritablement qui elles sont, ces personnes-là. Ce sont également des personnes qui, quand bien même elles savent qui elles seraient, elles ont du mal, effectivement, à exprimer de façon authentique, justement, qui elles sont. Pour des raisons souvent d'environnement. Ça peut être également des raisons ça peut être également des raisons d'éducation. On reste dans le domaine de l'environnement. Alors, par rapport à ça, ces personnes-là, justement, peuvent être aussi dans une situation où, par moment, ou plus ou moins souvent, d'ailleurs plus souvent que rarement, font des concessions. D'accord? Donc, je vois que Michel vous a mis dans le chat le groupe, l'adresse du groupe des cellules conscients. C'est là que vous pourrez trouver le replay. Parce que manifestement, il y en a beaucoup pour qui ça bug de temps en temps aujourd'hui. Maintenant, de façon très simple et très rapide, comment est-ce qu'on fait pour éviter que la prochaine relation ne soit une relation toxique? Comment est-ce qu'on fait quand on est célibataire pour mettre à profit ce temps du célibat pour préparer un couple conscient, pour préparer un couple qui soit épanouissant? Donc, je vais vous proposer en fait plusieurs approches et plusieurs paramètres en fait. Une approche en réalité avec plusieurs paramètres à prendre en considération. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est vraiment du bon sens fermier, mais force est de constater qu'en fait, on ne le fait pas. On ne le fait pas et je suis passé par là aussi. On ne le fait pas du tout. Un couple, et surtout on ne le fait pas avant d'entrer en relation. On entre en relation, on a tellement faim de relation, on entre en relation, et après on se dit, bon, maintenant que j'ai enfin trouvé quelqu'un, ouf, j'ai trouvé quelqu'un, donc je peux m'épanouir, et je regarde effectivement comment j'arrange cette relation-là. Et c'est là que ça peut demander de l'énergie, et on peut aller au-devant de quelques désillusions. Je recommande en tout cas aux personnes qui sont dans une situation de célibat de réfléchir et de faire attention avant même d'entrer en relation. Et finalement, c'est certainement la première des choses dont il faut parler à quelqu'un que l'on rencontre et que l'on repère comme étant un partenariat potentiel. Quel est l'environnement dans lequel va évoluer ce couple? Alors, un couple, c'est comme un bijou en fait. D'ailleurs, toutes les relations. C'est-à-dire qu'un bijou, ça se conserve dans un écrin. Il y en a qui disent qu'un couple, ça se protège. Alors, j'aime pas trop la notion de protection, parce que qui dit protection dit danger. Qui dit conscience de danger dit danger effectif. Malgré tout, un couple, je crois, a besoin d'un environnement favorable pour s'épanouir. L'environnement favorable, c'est pas très compliqué. Ce sont les amis, ce sont les personnes finalement que l'on fréquente. La science qu'on appelle l'épigénétique dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Waouh! Rien que ça, c'est déjà quand même assez énorme. Et ça demande en tout cas de faire attention à ça. Ça demande de véritablement poser les choses. Et ce que je recommande aux personnes qui viennent de se rencontrer et qui envisagent éventuellement une relation plus sérieuse, comme on dit, plus construite, c'est véritablement poser le cadre
de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. N'hésitez pas à prendre de la distance avec certaines personnes. Les déçus justement du couple, les déçus du mariage, les personnes qui sont aigries, les personnes qui vous diront, qui vous donneront absolument toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas, évitez-les. Tout simplement, éloignez-vous d'elles. C'est pas plus compliqué, éloignez-vous. Au-delà de ça, d'un point de vue toujours pratique, considérez également les comportements finalement que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre et vous seul. Alors, quand je parle de ça, je parle vraiment du quotidien. Une relation, c'est dans le quotidien que c'est agréable ou que ça n'est pas désagréable. On a effectivement des grandes visions, on a effectivement des grands buts, on a effectivement une spiritualité, même s'il le faut, d'accord. Mais une relation, c'est vraiment dans le quotidien. Et en tant que célibataire, justement, vous voyez effectivement, vous construisez vous-même un quotidien et vous voyez vers quoi vous aspirez finalement. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans le quotidien une fois que vous serez en couple? De façon hyper simple. Après, il y a des choses qu'on peut adapter, et il y a des choses qui sont complètement importantes. Et ça, une fois que vous l'avez défini, je vous recommande en tout cas de définir un socle, j'ai envie de dire, de choses sur lesquelles vous n'allez pas transiger, et un socle sur lesquels vous serez peut-être un peu plus tolérant. Il y a des personnes qui ne supporteraient pas d'être avec un partenaire fumeur. Alors ça fait partie de votre zone, ben voilà, il est non-fumeur, il est non-fumeur, point barre. Et on ne fait pas de concessions. Il y a des personnes pour qui le partenaire, il sera en tout cas beaucoup plus simple d'avoir un partenaire ou végétarien parce qu'il est végétarien, ou qui a tel type d'activité parce que j'ai tel type d'activité. Par exemple, j'ai reçu en accompagnement quelqu'un qui me disait je ne peux pas être en couple avec quelqu'un qui ne danse pas. C'est vrai que c'est quelqu'un qui dansait énormément et ça peut se comprendre. Tout peut se comprendre dans la mesure où on a un système de valeurs et on a un comportement au quotidien qui fait que on veut absolument que le partenaire, que le conjoint partage ou pas d'ailleurs ces moments-là. Mais c'est véritablement quelque chose qui se définit. Encore une fois, ça se définit avant, mais vraiment avant. Après, vous avez un certain nombre, j'ai envie de dire, de tendances. Vous êtes peut-être à un endroit de votre vie où vous êtes dans un tournant, où vous avez envie d'aller vers autre chose. Vous avez envie de partir en formation, d'apprendre un nouveau sport, d'apprendre une nouvelle langue. Vous avez envie d'être accompagné finalement vers une montée en compétence, quelle que soit cette compétence-là. Je suis formateur et je vous garantis que c'est absolument fondamental. Si vous êtes en phase d'apprentissage, je vous garantis qu'il vaut mieux que quand vous rentrez à la maison, il faut que vous ayez en face de vous quelqu'un qui vous accompagne dans cette phase d'apprentissage-là, véritablement. Que ce soit de la formation professionnelle ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus ludique ou même de l'ordre des loisirs, de sport, etc., d'un art martial ou que sais-je encore, il est absolument nécessaire, je dis, d'être accompagné dans cette démarche de progression de vous-même. C'est bien, vous voyez bien que je reviens sur la notion que le couple est un espace d'épanouissement pour chacune des personnes qui le composent. On est véritablement encore dans ça. Alors, bien évidemment, autre chose par rapport au couple, c'est que on va partir du principe que vous avez des croyances, que vous avez nettoyé, je veux dire, toutes vos croyances limitantes par rapport au couple. Ok. Ça, alors, je le dis de façon un peu légère et un peu rapide, mais en réalité, je crois que 90% des couples dysfonctionnels, en réalité, sont formés par des personnes qui ont des croyances et un système de valeurs contraires, justement, à leurs propres objectifs conscients par rapport au couple. Et ça, je pense que toutes les personnes qui sont en accompagnement, qui accompagnent des couples à un moment ou à un autre, pourraient vous le dire.
c'est véritablement votre système de croyance qui fait que. Donc, si vous avez l'impression de toujours tomber sur le même type d'homme, mesdames, si vous avez l'impression de toujours tomber sur le même type de femme, messieurs, euh, il y a quelque chose à regarder. Ça ne peut pas être que la faute de l'autre. D'accord? Au-delà de ça, je crois que vous avez carrément une question d'identité. Quel type de conjoint je suis? Quel type de personne je suis? Quel type de père je peux être demain? Véritablement qui je suis? Alors la particularité, et ce sont des coachs qui vous le disent, hein, qui vous êtes, c'est vous qui le décidez. Bien sûr, on a tous eu une enfance. Bien sûr, on a tous eu des parents, on a tous eu des éducateurs, on a tous eu des personnes qui étaient en position d'autorité qui nous ont dit, tu es ci, tu n'es pas ça. Tu dois être comme ci, tu ne dois pas être comme ça. Mais justement, être adulte, c'est se dire, bon ben voilà, aujourd'hui je décide de qui je suis et de qui je ne suis pas. Aujourd'hui, je décide de prendre telle voie et pas telle autre. Ça veut également dire qu'on doit lâcher la question de l'allégeance qu'on peut porter à certaines valeurs qui nous ont été transmises. Tant que ces valeurs-là me construisent moi et vont dans le sens dans lequel moi j'ai décidé d'aller, ok, j'y vais, il n'y a pas de problème. Mais une fois que c'est pas le cas, ah ben je peux très bien m'en débarrasser. Je peux très bien dire, ok, merci, j'ai été élevé dans telle ambiance, dans telle valeur, avec telle croyance, ça m'a construit jusqu'à présent, mais aujourd'hui, la personne que j'ai décidé d'être n'a pas besoin de ces croyances-là, n'a pas besoin de ces valeurs-là. Et peut-être que ces valeurs-là sont en contradiction justement à qui j'ai décidé d'être. Et à partir de ce moment-là, ok, je m'en débarrasse. Alors, vous rendez bien compte que, alors je vous ai dit que c'est quelque chose de très simple, mais vous vous rendez bien compte de la profondeur du travail. Hein. Vous vous rendez bien compte. Alors, j'espère que je vous ai pas encore perdu. Vous n'êtes pas encore découragé. Ça y est, il y a encore des cellules conscients là ce soir. Dites-moi, faites-moi signe dans le chat. Est-ce qu'il y a encore des cellules conscients? Pas trop dur. Ça y est. Apparemment, il y en a encore. Ok, vous êtes prêts à continuer? Ok, super. Donc on est là, c'est parfait. Même pas peur, nous dit Lesna. Même pas peur. Très bien. Excellent. Excellent. Alors effectivement, je crois que c'est vraiment une question. J'aime bien la réflexion de Lesna qui nous dit même pas peur. C'est vrai que quand je présente ça comme ça, je vois. Alors là, je ne vous vois pas, mais quand j'ai l'occasion de le dire en public et en face de personnes, je les vois se décomposer tout d'un coup et se dire oui, bon, peut-être que je vais pas finalement, je sais plus si je veux être en couple ou pas. Mais ce que je trouve justement intéressant dans cette période de célibat, pour peu que ce soit un célibat justement conscient, ce que je trouve intéressant, c'est justement de pouvoir mettre tout ça à plat et même de pouvoir se faire accompagner dans ce type de démarche-là pour que quand demain je rencontre quelqu'un, eh bien je peux avoir ce type de discussion avec. Quand demain je rencontre quelqu'un avec qui, si moi-même, en tant que célibataire inconscient, j'ai pensé à tout ça et je me suis déterminé, j'ai trouvé qui j'étais et je peux m'exprimer en toute authenticité en disant, voilà, ça je veux et ça je ne veux pas et je suis hyper à l'aise avec ça. Il y a toutes les chances, parce que la vie est suffisamment parfaite pour ça, il y a toutes les chances que, ben justement, je rencontre des personnes qui soient au moins dans cette authenticité-là. Alors, le plus gros écueil par rapport à ça, en tout cas, je vais dire la réflexion qu'on me fait quasiment systématiquement par rapport à ça, c'est oui, mais si celui que je rencontre, si l'amour de ma vie, en fait, il n'est pas comme je veux qu'il soit. Effectivement, je me suis dit, bon, l'environnement, c'est ça, mon comportement, c'est ça, mon style de vie, ça. Ok,
mes croyances c'est ça, mais si finalement, qui je crois être apparemment le profil idéal, ou même encore ce que je prends pour la relation idéale, et si c'est pas ça? Peut-être que je peux passer à côté de choses passer à côté de gens vraiment extraordinaires, je peux passer à côté d'une relation extraordinaire parce que je définis que je veux tel type de relation et finalement c'est pas ce que j'ai. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà passé par la tête, ça, dites-moi, de se dire oui, mais ok, je veux telle relation, mais bon, je suis prêt à faire des concessions, comme on dit. Bon, il y aura des questions-réponses tout à l'heure, donc on pourra revenir là-dessus si vous voulez. Mais, mais je crois vraiment que déjà se dire oui, mais et si je passe à côté d'eux, c'est justement ne pas être au clair avec ce qu'on veut vivre, en fait. C'est ce que je pense. Déjà se dire oui, mais est-ce que finalement je ne suis pas trop exigeant? Bon, c'est vrai que bon, je ne fume pas, mais on pourrait s'arranger avec quelqu'un qui fume. Bon, c'est vrai que je suis plutôt végétarien, mais bon, si lui ou elle est plutôt malbouffe, donc on peut s'arranger, pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, euh, si ça le fait pas, ça le fait pas. Très clairement. Pourquoi? Parce que, en réalité, la vie de couple, je suppose qu'on le sait tous ici, on a tous une expérience en la matière, on a tous des bonnes et des mauvaises expériences en la matière. C'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile. Sachant que derrière le couple, en général, se cache autre chose, quelque chose qu'on appelle la famille. Là, ça devient encore plus sympa. Mais il y a des moments où précisément, on aura besoin de ce socle-là parce que finalement, il y a les choses, le bateau va tellement tanguer que si la fondation n'est pas solide, si on n'a pas créé une expérience de couple, si on n'a pas créé un égrégore, David Lefrançois parlerait d'égrégore. L'égrégore, c'est l'esprit effectivement qui unit et finalement qui identifie un système. En physique quantique, on appelle ça le principe d'individuation. Vous mettez deux personnes ensemble, ces deux personnes-là forment une entité qui est supérieure à la somme des personnes qui composent cette entité. Un groupe, une famille, une équipe de foot, ce que vous voulez, un groupe de personnes forme une entité qui est supérieure à la somme des individualités qui le composent. D'accord? Donc, pouvoir effectivement déterminer construire justement cet esprit de couple, construire ce modèle de couple, construire effectivement cet esprit, c'est cet esprit-là qui va justement faire en sorte que le jour où il y aura grand vent, ça va tenir tout seul. Et par rapport à ça, effectivement, Michel vous l'a mis dans le chat. Dire oui à soi, c'est parfois dire non à l'autre. Et c'est précisément pour ça que je dis, et c'est mon leitmotiv, hein, le coaching en format, c'est vraiment le coaching qui vous accompagne à découvrir qui vous êtes, à exprimer qui vous êtes et à préférer qui vous êtes. Alors, j'ai souvent des personnes qui me disent, ouais, mais attends, préférer pas. Est-ce que ce n'est pas égoïste en quelque part de se préférer? Eh bien non. Eh bien non, justement. Parce que la capacité justement à découvrir qui on est, c'est justement, et cette relation qu'on a avec finalement tout ce qui nous entoure, le sens finalement qu'on donne à cette vie. Parce qu'en réalité, je ne suis pas arrivé au bout hein, de ma présentation. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à vous présenter, je vous en ai présenté 5. Le 6e point, c'est justement
le sens qu'on donne à la vie. Alors, il y en a qui vont appeler ça la spiritualité, il y en a qui vont appeler ça la mission d'incarnation, il y en a qui vont appeler ça le sens, tout simplement. Mais c'est précisément parce qu'on a déterminé quel sens on donne à la vie, quel sens on se donne à soi-même dans la vie, par rapport à soi, par rapport à l'autre et par rapport à l'action, qu'on peut dire à l'autre, je t'aime, mais je me préfère. Et à mon sens, pourquoi c'est extrêmement important déjà de le vivre là, tant qu'on est célibataire? Parce que le couple va devoir être justement un espace où on va affiner encore en plus. Chacun va devenir qui il est. Il y a une, alors je sais pas qui, vous allez me dire, hein, parce que je n'arrive pas à retrouver finalement d'où vient cette expression. Chacun est le gardien de son frère. Parce que je l'entends partout, mais je ne sais pas d'où ça vient au départ. J'entends même des rappeurs le dire, donc je ne sais pas d'où ça vient. Et dans un couple, en fait, comme dans toute relation, chacun est le gardien de l'autre. En ce sens, ou précisément, je dois m'assurer que l'autre est toujours en adéquation avec qui il est toujours authentique avec qui il est. Parce que, une fois que je serai en couple, je vous dis, quand il y a couple, en général, il y a famille qui vient derrière, ou il y a famille qui vient avec, hein, dans le cadre des familles recomposées. Élever un enfant, l'éducation consciente, c'est précisément apprendre à un individu à se découvrir, à se déterminer, et justement à trouver cette autonomie psychique et sociale. C'est véritablement ce qui rend heureux un enfant. Alors, je suis moi-même parent, j'ai longuement et largement accompagné des jeunes en échec scolaire, j'ai largement accompagné des personnes qui étaient même sous main de justice, comme on dit, et qui très tôt, en fait, ont connu des déviances sociales par rapport à ça. Et en réalité, je peux vous garantir que toutes ces personnes-là ont cette particularité qu'elles n'ont pas réussi justement à appréhender leur unicité, leur individu propre. Et c'est véritablement ça qui va vraiment préserver vos enfants de plein de choses, de sollicitations que vous n'auriez pas aimé, auxquelles vous n'auriez pas aimé qu'ils répondent. La drogue, ou autre fanatisme, etc. Mais en fait, on est fort face à ce genre de sollicitation quand on sait simplement qui on est, qu'on a décidé qui on est et qu'on s'y tient. Et que finalement, on se dit que tout ce qui est autour de moi doit servir à renforcer qui je suis, à construire toujours qui je suis. Donc, d'autant plus, et ça commence vraiment effectivement dans la période du célibat. Et pour moi, le célibat est une période est une opportunité absolument géniale, justement de se construire soi-même, de se définir, de se trouver. C'est à ce moment-là, c'est quand on est célibataire qu'il faut se faire accompagner. C'est quand on est célibataire qu'il faut se chercher. C'est quand on est célibataire qu'il faut découvrir qui on est vraiment. Parce qu'une fois que j'ai découvert qui je suis vraiment, quand je rencontre quelqu'un, je viens lui dire en vérité et en profondeur, voilà qui je suis. Et il n'y a pas erreur sur la marchandise. Combien de fois j'ai vu effectivement des gens qui, tout simplement, s'étaient trompés l'un sur l'autre. Tout simplement. Et je vous garantis que j'en ai vu plein, des comme ça. Donc voilà, donc je voulais juste vous présenter ça, mais vraiment de façon très light. On va passer à une petite disparu et j'ai réapparu. Voilà. Donc on va. Alors Michel, est-ce que tu es encore là? Alors je vois. Voilà. Je suis là. Oh comment je suis juste relativement frustrée parce qu'on ne me voit pas, mais bon, je suis consciemment frustrée. Je vais faire avec. Nous sommes tous frustrés. Parce que les personnes qui te connaissent le savent, quand Michel se fait belle, elle se fait belle. Voilà.
Elle part déjà sur une bonne base, mais quand elle se fait belle et quand elle y va vraiment. Ce n'est que le début, ça sera pour la prochaine fois. Oh, il y en aura plein d'autres. Et espérons que ce sont les aléas. On a tout essayé aujourd'hui, ça marchait nickel. Et là, bon, bah. Ça marche, ça a décidé de ne pas marcher. Voilà. On fait avec. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, moi, j'en ai une déjà. Enfin, c'est pas tant une question, c'est par rapport à des choses que tu as mentionnées. Surtout, tu as beaucoup insisté sur le fait de faire tout ce travail-là pendant qu'on est célibataire. Et moi, je vais en profiter pour préciser que justement, l'un des objectifs pour moi, le premier d'ailleurs, de ce groupe, c'est vraiment quand je dis vivre pleinement son célibat, d'être un célibat conscient, enfin de tendre à tout ça, c'est justement de prendre, je te répète un peu, mais c'est ce que tu mentionnes très bien. C'est une période, je dirais même, c'est une bénédiction. Même si c'est dur parfois, on peut ressentir de la solitude, on peut ressentir pas mal de choses, mais cela n'empêche pas de prendre ce temps et de faire tout ce travail de regarder, surtout de regarder ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'on a été dans une relation toxique? Comment on a maintenu cette relation? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et c'est pour ça que moi, c'est pas juste l'idée de rencontrer, parce que le truc, c'est de voir son scénario. On a beau changer d'acteur, le scénario, les acteurs vont jouer le scénario qu'on leur présente. Donc, si on est là aujourd'hui, quelles que soient les raisons pour lesquelles on est célibataire, parce qu'il y a plusieurs types de célibataires, j'ai envie de dire, entre la personne qui a déjà vécu, qui a divorcé, qui se retrouve célibat, entre la personne qui est jeune, qui commence sa vie, enfin, peu importe là à quel endroit on est, c'est hyper important de prendre le temps. Déjà, tu as parlé de responsabilité, je reviens sur cette notion de responsabilité. Quoi qu'il arrive, nous sommes responsables dans le sens où parfois on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent. Mais une chose est certaine, nous sommes responsables de la façon dont nous réagissons aux choses qui arrivent, la façon dont nous conduisons notre vie. Et tu l'as dit, on décide. Et moi, je suis persuadée qu'on choisit notre vie, nous sommes des créateurs et ça commence par la responsabilité. Et il y a pas mal de choses que tu as mentionnées dans ton exposé. Moi, j'ai pensé beaucoup à l'estime de soi. Parce que se retrouver dans une relation toxique, est-ce que finalement, c'est derrière tout ça, c'est pas un gros problème d'estime de soi, sachant que l'estime de soi, on parle de confiance en soi, de l'amour de soi et l'image de soi. Ça fait l'objet d'un atelier, d'un webinaire, de tout ce qu'on veut. Mais c'est ce que j'entends dans ce que tu as dit. Et l'atelier CV sentimental que j'anime, c'est justement le moment pour faire le point, pour regarder ses besoins, être au clair avec ses besoins. J'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai mis postée dans le groupe. Ses valeurs, les croyances limitantes. Roméo, tu as parlé de croyances limitantes. Vous m'entendez là? Tout va bien? Alors moi je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, oui. Okay. Oui, tout le monde t'entend, oui. Super. Alors, tu as parlé de croyances limitantes. Ça, c'est hyper important. C'est prendre conscience, prendre la responsabilité de cette croyance limitante, parce que combien de fois on a pu dire ben je veux un homme, je sais pas tel, un homme super généreux, tout ce qu'on veut, et derrière, en arrière-plan, ben de dire par exemple tous les hommes sont des salauds ou c'est difficile ou je sais pas quoi. Ben, ce qu'on est en train de créer, du moment où notre croyance, elle est que tous les hommes sont ceci ou quoi, on va avoir raison de ça. On va attirer exactement le type d'homme toxique ou quoi qui va justifier ce qu'on a
en arrière-plan. Malheureusement, on n'est pas toujours conscient de ça peut se jouer inconsciemment la plupart du temps. C'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Et donc, tout ça pour dire l'atelier CV sentimental, c'est vraiment le moment, l'atelier qui sert à regarder tout ça, à faire le point, à voir ses ambitions amoureuses, à être au clair avec le deuil, tout ce que tu as pu citer et voir le côté toxique dans lequel on a pu être. Je profite de l'occasion pour parler de... Ça fait partie aussi des outils que moi je mets à disposition pour vivre en tout cas pleinement son célibat et être un célibataire conscient pour un couple pour un couple conscient demain. Alors, je vais rebondir sur le CV sentimental. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais formateur également. Arrive effectivement d'intervenir en école de commerce, en école supérieure, justement pour des personnes qui arrivent, ou en troisième cycle pour des personnes qui arrivent sur le marché du travail, sur des techniques de recherche d'emploi. Et en réalité, alors forcément, on leur apprend entre autres à faire un CV. Et en réalité, quand on regarde bien, je prends d'ailleurs souvent cet exemple, je dis que le recrutement, c'est comme un mariage. C'est quelque chose de totalement subjectif, c'est le choix d'une personne par une personne. Et quand on regarde bien, un mariage, c'est comme un recrutement. C'est le choix d'une personne par une personne. Or, en général, quand on se fait recruter, c'est comme un CV, en fait, à présenter. Et le CV qu'on a à présenter, c'est justement sa personne. C'est voilà qui je suis. Voici mes compétences. Voici mon histoire et voici surtout où je vais. Voici ce qui me construit, voilà ce qui fait de moi qui je suis et voici où je vais. Voici ma proposition en fait dans cette aventure qu'on peut faire ensemble. Et il s'agit véritablement de ça. Vraiment faire un CV sentimental. Je crois que c'est vraiment la meilleure façon de dire les choses. Et pour répondre à la question de Bopa, alors Bopa dit comment sortir d'une relation toxique du coup. Alors juste une chose, petite question, petit détail technique pour les personnes qui veulent poser une question. Vous avez tout en bas à droite, la droite c'est par là, oui c'est ça. Tout en bas à droite, vous avez un petit smiley. Si vous cliquez sur ce petit smiley, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de lever la main. Donc vous cliquez sur lever la main pour poser une question et donc du coup on verra quand vous levez la main et on vous donnera la parole. On verra votre question. Parce que si tout le monde se met à poser des questions dans le chat et que on risque d'en rater quelques-unes. Comment est-ce qu'on sort d'une relation toxique? Alors justement, pour répondre à Bopa et pour répondre également aux autres, on sort d'une relation toxique en regagnant l'estime justement de soi. Pourquoi? Quel est le mécanisme en fait d'une relation toxique? Je vous l'ai dit. Toutes les personnes qui sont dans une relation toxique sont des personnes qui n'ont pas conscience ou qui ne prennent pas l'entière responsabilité de toutes les composantes de leur identité. Pour vous expliquer la chose, au tout début, Michel, tu as parlé de pervers narcissique. Alors c'est vrai que c'est j'ai envie de dire le summum de la toxicité en matière de relation. Mais le gros avantage, c'est que justement, ça permet de voir très clairement comment fonctionne justement la relation, parce qu'à mon sens, toutes les relations toxiques fonctionnent sur le même principe, sur la même mécanique. À bientôt Valérie, à bientôt sur Paris. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin justement d'exister à travers quelqu'un d'autre. Ça tombe bien, et je dis bien ça tombe bien, parce que la victime de pervers narcissique a besoin de quelqu'un pour exister. C'est le simple fait de ne pas prendre la responsabilité de toute son identité, de tout son potentiel, de toute sa zone de génie, fait que quelqu'un d'autre viendra la gérer finalement à notre place. Et en réalité, toutes les relations toxiques sont un peu comme ça. Il y a quelque chose qui m'appartient, mais je ne le mets pas chez moi. Je le laisse devant la porte. Je me dis, c'est limite un peu comme si c'est les poubelles qu'on va jeter tout à l'heure.
Or, il se trouve que c'est quelque chose qui est à moi et c'est mon unicité. C'est une partie de mon unicité. Donc, il y a quelqu'un qui va venir récupérer et qui va pas mettre ça à la poubelle, bien au contraire, qui va venir gérer justement ce talent-là et va même justement vous l'exacerber, mais à son paroxysme, sauf qu'il va en prendre la responsabilité. Et en réalité, quand vous regardez bien, toutes les relations toxiques fonctionnent un peu comme ça. On est tous, on est vraiment dans ça. Et pourquoi est-ce que le fait de retrouver l'estime de soi casse ce schéma-là, casse ce schéma relationnel? C'est parce que retrouver l'estime de soi, c'est justement récupérer tout ce qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient, je le fais rentrer chez moi. Alors, c'est assez marrant, mais vous savez, avant d'être coach, j'étais thérapeute. Alors, c'est vrai que j'ai un peu commencé bien en tête comme ça et je ne me suis pas présenté. Donc, et pourtant, j'ai bien vu que tout le monde, en tout cas, tout le monde ne me connaît pas, puisque sur le chat, j'ai vu des personnes que je ne connais pas du tout, sur la liste des participants. Alors, c'est vrai que Michel m'a introduit, mais avant d'être coach, j'étais thérapeute. Et justement, j'ai beaucoup travaillé là, en thérapie brève, les thérapies traumatiques. Et figurez-vous que, en fait, la notion de deuil, ce que les scientifiques appellent, les neuroscientifiques d'ailleurs appellent la réconciliation, c'est comme ça qu'ils ont donné, c'est le nom qu'ils ont donné au processus, c'est quand je vais récupérer tout ce qui m'appartient et que j'ai déposé chez l'autre et que je vais récupérer chez moi. Et c'est quand tout ce que l'autre a mis chez moi en termes d'attente, en termes de sensations, en termes d'émotions, eh bien je le lui remets. Tu attends ça de moi, mais c'est ton attente. Je ne vais pas forcément le combler. Je ne vais pas forcément la combler, cette attente-là. C'est ton truc, c'est ton sac, c'est à toi. Et comme dit Bopa, je suis pas sûr que j'ai envie de jouer les éboueurs dans tout ça. Tu as mis effectivement un sac dehors, mais je sais pas, il ne m'appartient pas. Et je vais même dire, la relation est saine quand précisément je remarque chez l'autre, et dans un couple, et ça c'est un couple sain, avec ou santé d'ailleurs, j'ai eu l'immense privilège de côtoyer des personnes qui avaient des 40 ans de mariage, des X années de vie commune, enfin des trucs de ouf. Hein. Mais quand je vous dis ça, c'est pas des gens qui sont dans un rôle de proposition, c'est des gens qui sont tout aussi complices que le premier jour. Et quand je leur demande justement, finalement, comment est-ce qu'on fait pour être complices comme des ados à 50 ans après 27 ans de vie commune? C'est écrit où le mode d'emploi? Et en gros, ces personnes me disent, mais en fait, j'ai pas véritablement de conseils à te donner là-dessus. Moi, je ne sais même pas comment on a fait. Par contre, je sais que on s'est jamais pris au sérieux. Et je sais aussi que, j'ai rencontré quelqu'un, et à chaque fois qu'il m'a donné l'impression qu'en fait, il avait, comme qui dirait, l'intention de ne plus être qui il était, eh bien, ça s'est réglé presque à coup de pied au cul. Ça s'est réglé en disant, écoute, mais attends, y a vol sur la marchandise là. J'ai rencontré quelqu'un et j'ai aimé quelqu'un qui avait cette authenticité-là. J'ai aimé quelqu'un et j'ai rencontré quelqu'un qui avait telle qualité, qui avait telle personnalité, telle unicité. C'est où ça? On aurait dit que tu es en train de le perdre, ça. On aurait dit que tu es en train de le perdre. Et un couple conscient, c'est justement, est fait de deux personnes conscientes. C'est-à-dire que l'autre sait qui il est, mais il voit qui est l'autre. Le gros avantage quand on est en couple, c'est qu'on a le recul justement sur l'autre et l'autre a le recul sur nous. Et si l'autre a le recul sur moi, il est capable de me dire, écoute Roméo, je crois que je suis en train de te perdre là. En tout cas, je suis en train de te perdre. J'ai l'impression que tu n'es pas authentique là-dessus. J'ai l'impression que tu n'es plus authentique là. J'ai l'impression que il y a un sac là que tu ne veux pas chez toi. C'est comme si, je vais prendre une métaphore. Il y a un super costume que tu as dans ton placard et j'ai vu que tu l'as mis sur le palier. Le problème, c'est que ce costume-là, en fait, c'est un costume sur mesure. Ce costume-là, il n'y a que toi qui puisse l'endosser. Parce que ce costume, il a été fait sur mesure pour toi. Et justement, ce costume-là, tu le portais quand je t'ai rencontré. Et c'est précisément pour ça que je suis avec toi. Donc, si tu mets ce costume-là dehors, tu n'es plus qui tu es.
Tu n'es plus qui j'ai rencontré, tu n'es plus finalement la personne que j'aime en fait. Donc tu fais quoi? Tu gardes ton costume ou tu t'en sépares? Et ça, pour moi, ça pour moi, c'est l'exemple d'un couple conscient. Ça pour moi, c'est l'exemple justement d'un couple où chacun est le gardien de son frère, ou chacun est le gardien de son conjoint, on va dire ça comme ça. À se dire, écoute, à toujours s'occuper de savoir, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que tu grandis? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que chaque jour, dans tous les domaines de ta vie, tu vas de mieux en mieux, comme disait Émile Coué? Est-ce que, de façon saine et positive, est-ce que simplement et facilement, tu deviens chaque jour qui tu es? En réalité, c'est ça. L'espace de la relation, c'est véritablement je deviens qui je suis. Et finalement, la relation est quelque chose pour justement devenir qui je suis. Alors, effectivement, Farida, on est là, effectivement, pour changer, pour évoluer, mais finalement, ce changement, il nous amène un peu plus, et cette évolution nous amène un peu plus vers qui nous sommes vraiment. Et ça, en fait, l'authenticité, ça nous trompe. Et c'est ce qu'apporte justement la complicité, c'est ce qu'apporte l'amour finalement dans un couple, et c'est ce que peuvent vivre en tout cas les personnes qui sont en couple, en tout cas que j'ai observé, qui sont en couple depuis X années et qui s'entendent super bien et qui ne penseraient pas, c'est-à-dire ils n'ont jamais, c'est les personnes qui en fait n'ont jamais remis en question le fait d'être ensemble. Ils ont eu des hauts et des bas. Vous pensez bien qu'en 27 ans, en 30 ans de vie commune, on a le temps de faire 5 fois le tour de toutes les émotions possibles et imaginables. Mais à aucun moment, ces gens-là ne se sont imaginés, en tout cas pour certains, n'ont remis en cause le fait de grandir ensemble. Ça, pour moi, c'est un vrai couple. C'est pas le fait que ça dure. C'est le fait que chacun, justement, soit au service de l'épanouissement de l'autre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, parce qu'on est bien tire vers la fin, là, tout doucement. Alors, Bopa dit, est-ce que si l'autre ne m'aide pas à être moi-même, je n'ai qu'à... Alors, je laisse chacun réfléchir à ça. Alors, est-ce que... Personnellement, j'aurais tendance à dire oui, je n'ai qu'à partir. Et c'est pour ça qu'en fait, une séparation peut être quelque chose de sain, avec ou santé. C'est pour ça que une séparation, c'est quelque chose qui s'accompagne également. C'est pour ça que je fais du coaching en divorce. J'ai accompagné des personnes qui se séparent parce que, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui un jour se sont réveillées en se rendant compte qu'elles se sont trompées l'une sur l'autre. Certains se sont enfermés dans des schémas. Je me suis marié parce que maman et papa m'ont dit qu'il faut se marier. Parce que toutes mes copines se sont mariées. Et à 30 ans, j'étais la seule à pas être mariée. Donc, je me suis marié avec le premier que j'ai trouvé. Quand on se dit ça à 40, il y a des déclarations d'amour dans le chat, c'est génial, j'adore ça. Envoyez-vous de l'amour, envoyez-vous de l'amour. Quand à 45 ans, on se réveille et qu'on se dit, mais en fait, je me suis trompé non seulement sur l'autre, mais je me suis trompé sur moi. Alors, peut-être parce que je suis très d'accord avec ce confrère qui dit que de la névrose peut naître l'amour. C'est vrai. On peut effectivement se dire, bon, ok, on s'est planté, maintenant, est-ce qu'on colle ou est-ce qu'on colle pas? Maintenant qu'on s'est trouvé chacun, est-ce que c'est compatible ou pas? Nos chemins de vie sont-ils compatibles ou pas? Et il peut s'avérer que les chemins de vie ne sont plus compatibles à ce moment-là. On peut se séparer, j'allais dire en tout bien tout honneur, mais de façon très saine et très positive. Et justement, Roméo, en parlant de tout ça, le propos non plus n'est pas d'être parfait ou complètement conscient ou quoi avant d'aller dans une relation. C'est ce que tu es en train de dire. C'est si moi je suis conscient, j'ai un partenaire en face de moi qui est conscient, c'est qu'on fasse, on peut aller jusqu'à la séparation parce que c'est pas forcément rester ensemble, c'est de voir, de vraiment être honnête avec soi. Ça veut dire qu'on est au clair avec nos besoins. Parfois, nos besoins, les valeurs ne vont plus ensemble. C'est de pouvoir s'asseoir et de regarder ce qui est. C'est aussi, on peut pas dire de but en blanc, ok, je m'en vais ou je m'en vais pas. Tout dépend de qui compose la relation.
parfois, c'est ce que tu disais d'une névrose, parce qu'on est conscient, on peut refaire les choses, partir sur de bases saines. Toujours, il y a cette notion de conscience, en fait, moi je dirais, quelle que soit la situation dans laquelle on est, qui fait que on peut transformer, on peut se séparer, on peut se dire oui, on peut se dire non, mais in fine, il y a un truc qui revient, qui rejoint un peu la réponse que tu as donnée à Bopa. Comment sortir d'une relation toxique? Pour moi, il y a la première chose, c'est vraiment regarder, travailler l'estime de soi. L'estime de soi, je le répète, qui comprend la confiance en soi, l'amour de soi, l'image de soi. Parce que quand on s'aime vraiment, on ne peut pas se laisser aller dans une relation toxique. Ou si on s'en rend compte, on fait stop assez rapidement. Parce que tout ça, on est en chemin, on est tous en chemin. C'est pas qu'on est arrivé là où vous êtes. S'il y a une relation qui se présente demain, bah, elle sera à la mesure de votre, comment dire, on dit vous avez vous-même finalement. Exactement. L'univers ne se trompe jamais. On n'a que ce que consciemment ou inconsciemment, on a souhaité quelque part. Donc, c'est être vraiment en conscience par rapport à ça. Et encore pour moi, ça revient le mot conscience qui revient au milieu de, enfin, qui est en quelque sorte la clé ou une des clés de. Absolument. La conscience, c'est tout, et c'est bien pour ça que le terme même conscient est complètement pertinent pour répondre justement à Bopa et les enfants là-dedans. Alors, les enfants, justement, ça peut être important déjà d'en parler puisqu'on parle, même si on est en période de célibat, parce qu'on peut être célibataire avec des enfants. Quand on arrive dans une relation et qu'on a déjà des enfants, puisqu'on a des familles recomposées, etc., ou qu'on rencontre quelqu'un qui a déjà des enfants, j'ai envie de dire que le principe, justement, est toujours le même. Et même dans la séparation, ce qu'il est absolument fondamental de faire comprendre à un enfant, c'est qu'il n'est absolument pour rien, mais absolument pour rien dans la séparation. Il n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, Cassie envoie de l'amour. Moi aussi, je t'aime, Cassie. C'est bien, on s'envoie de l'amour ce soir, c'est très bien. Et il est absolument important de dire à l'enfant, déjà justement qu'on l'aime inconditionnellement, qu'on l'aime parce qu'on l'aime point barre. Il existe, donc on l'aime. Et qu'on l'aimera toujours. Et que le fait justement que de la séparation des parents de papa et de maman n'empêchera jamais l'amour inconditionnel de papa pour l'enfant et n'empêchera jamais l'amour inconditionnel de l'enfant, de maman pour l'enfant. Je peux vous garantir que des enfants qui sont, même des enfants du divorce, et qui grandissent avec des parents divorcés, mais qui n'ont jamais douté de l'amour de l'un et de l'autre pour lui, ces enfants-là n'ont aucun problème à ce niveau-là, mais vraiment aucun. Qu'on arrête de me dire qu'on est resté ensemble pour les enfants, qu'on arrête ça. Parce que précisément ça fait des délinquants. Je suis bien placé pour vous le dire, j'ai commencé ma carrière de formateur à accompagner justement ces jeunes-là. Que j'ai appelé des enfants ciment, des enfants colle. Des enfants qu'on a fait pour coller le couple ou des enfants, justement, le couple a duré parce que les enfants étaient là et qu'à la rigueur, si les enfants n'étaient pas là, ben, il n'y aurait pas eu le couple. Ces enfants ciment-là, ces enfants colle, on leur fait porter une responsabilité qu'ils n'ont pas apportée. Un enfant, il est là pour être aimé pour qui il est. Il doit faire l'expérience. Et encore une fois, éduquer un enfant, c'est l'accompagner à l'autonomie de lui-même. Et donc, l'autonomie est l'estime qu'il a de lui-même, l'estime qu'il a de lui pour lui et par lui. Donc, la séparation finalement de papa et maman n'a pas à affecter tant que ça outre mesure l'enfant. Et quand il est question après de famille recomposée, quand on arrive dans une période de célibat et qu'on a effectivement toujours la charge d'un enfant, il est absolument fondamental de faire comprendre à l'enfant qu'il n'est pour rien dans la séparation et qu'il n'est pour rien et que le célibat en soi est une période de transition et que le fait qu'il soit là
n'empêche pas justement aux parents de refaire sa vie, comme on dit. Parce que j'ai rencontré aussi des enfants qui culpabilisaient par rapport à ça. C'est absolument, absolument, absolument fondamental. Ça répond à la question de Beaupart. Moi aussi, je t'aime. On s'envoie de l'amour ce soir. Donc ça fait bientôt 1h30 qu'on est ensemble. Donc je sais pas si on a le temps de prendre une autre question ou Michel. Mais écoute, techniquement, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que je voudrais pas que ça coupe en plein milieu? Il est 27. À toi de me dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah ben bon, pas à fin. Alors bon, je crois que on a, voilà. Je pense qu'on a fait, en tout cas, comme je l'ai dit, on vous a pas promis faire un webinaire parfait, mais j'espère vraiment que ça a été inspirant et que ça vous a apporté. En tout cas, moi, je suis ravie, même si je reste un peu sur ma frustration, mais c'est pas grave. Mais je sens l'énergie, même si je vous vois pas, c'est tout comme si je vous voyais. Moi, j'ai été nourrie par ce qui s'est passé ce soir, et ce n'est que le début. Et je vous promets de faire en sorte pour que il y a des événements qui vont venir et ça va se faire en live, mais tout ça, ça prend du temps. C'est une co-création et encore merci infiniment d'avoir été là ce soir. Et juste une phrase qui me vient, c'est on ne peut pas transformer quelque chose dont on n'a pas conscience. Voilà, ce sera le mot de la fin. Allez vous inscrire sur le site de Cellules Conscience si ce n'est pas fait. Parlez-en autour de vous. Vous avez vu le challenge, c'est surtout aussi d'avoir des hommes. C'est pas une bande de nanas qu'on a envie de créer ici. Donc, il nous faut aussi l'énergie masculine, même si on le porte en nous. Donc, ramenez des gens autour de vous, les hommes, les femmes qui sont dans cette énergie et je dirais merci et consciemment votre. Je te laisse, Roméo, finir, clore là-dessus. Merci à tous. Merci Cassie. Merci Manu. Désolé encore pour les soucis techniques. J'espère que j'ai vu que tu as pu nous rejoindre. Merci Bopa, Christelle, Dosité, Farida, Lesna, Martine, Rabour, Jacqueline, Sandra, Sandrine et tous les autres. Je peux citer tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. C'est un immense plaisir pour moi d'avoir animé d'avoir participé en tout cas à ce webinaire. Je serais ravi effectivement de vous rencontrer en vrai, en chair et en os, autour d'une discussion, autour d'un brunch, autour d'un repas, autour de quelque chose que Michel organisera. Ah, absolument. Et merci infiniment, Roméo, pour ta disponibilité, pour ton soutien, pour toute l'énergie que tu apportes. Et puis, on fera des événements en live avec Roméo. On a commencé à en parler. Ça va se faire. Voilà. Et encore une fois, merci à vous tous. Je vous aime et à très, très, très vite sur le groupe, sur la chaîne YouTube qui va venir. Et il y a plein de belles choses qui s'annoncent. Très bien. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao.